La méthode, c'est le titre général qu'a donné Edgar Morin à l'œuvre qu'il écrit actuellement et dont 2 volumes ont déjà paru. Un titre emprunté à Descartes, mais c'est pour mieux contester le philosophe qui a dominé pendant 3 siècles la pensée occidentale. La méthode de Descartes était une méthode, disons, dite des idées claires et distinctes. Et pour lui, dans le fond, la vérité était synonyme de la clarté et de la distinction. Ça veut dire que la vérité était dans la simplification et dans l'isolement. C'est-à-dire que vous avez une idée claire et simple d'un objet si vous l'isolez de ce qui l'entoure, de son environnement. Sinon, ça devient un peu confus. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la pensée qui essaye de lier les choses doit lutter désormais dans le clair-obscur. Parce qu'il faut toujours distinguer, il faut de la lumière, mais en même temps, le jeu de la pensée, c'est à la limite, je dirais, du pensable et de l'indicible. C'est ce que les sciences modernes nous montrent, leurs plus grandes avancées, quand il s'agit de savoir quelle est la texture du réel, n'est-ce pas, sur le monde de la particule microphysique, on arrive à des notions contradictoires, qui pourtant s'imposent. Alors, il faut affronter des contradictions. Jusqu'à présent, on pensait qu'il y avait une logique merveilleuse qui fonctionnait, et que dans le fond, la vérité sur l'univers était une vérité qui aurait pu être donnée par une équation simple. Ben non, vous approchez de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, vous arrivez à des contradictions. Et même vous prenez n'importe quel être vivant, eh bien en fait c'est une chose qui est très bizarre, parce que d'un côté la vie, ce ne sont que des individus. Les espèces, elles n'existent pas. L'espèce est une idée qu'on se fait, nous, sous cet angle-là. Mais si vous regardez la vie sous l'angle des siècles, à ce moment-là, il est évident que les individus ne sont que des moments fragiles, fugaces. Ce qui est important, c'est le cycle des reproductions, c'est-à-dire l'espèce. Alors, c'est cette difficulté à penser de choses de cet ordre-là. Et moi, je crois que le problème de la méthode, c'est, au lieu de fuir la contradiction, l'affronter. Au lieu de penser qu'à un moment donné, les difficultés logiques signifient qu'il faut faire marche arrière, il faut aller. Et il faut essayer de trouver cette méthode de communication. Et voilà pourquoi donc j'ai pris ce titre cartésien. Et puis, si vous voulez, plus profondément, je pense que nous avons profondément besoin aujourd'hui d'une méthode, non pas à la façon technique dont on emploie ce mot, n'est-ce pas? Il y a des méthodes qui sont comme des recettes, des programmes, n'est-ce pas, appliqués. Non. Une méthode, c'est quelque chose qui aide chacun à penser par soi-même, mais qui lui donne dans sa tête, je ne dirais pas un pense-bête, ou bien on peut dire un pense-intelligent. C'est quelque chose qui lui fait chercher à un moment donné dans la réalité tel ou tel repère, tel ou tel signe pour jouer sa stratégie. Par exemple, bon, qu'est-ce qui est intéressant dans la méthode de Freud? La méthode de Freud, c'est de là où on voit, disons, la famille unie, il dit attention, il y a sous cet amour de la famille, il y a des conflits violents qui sont refoulés, il y a des problèmes à la fois de haine et d'amour entre le père et le fils, etc. Donc, si vous voulez, Freud, la méthode de Freud, va nous donner l'attention sur des symptômes de ce qui est caché. La méthode de Marx, qu'elle a d'intéressant, c'était ça. Il est dans une société qui semble unie, n'est-ce pas, une nation, mais il dit, attention, il y a des clivages, il y a des classes qui sont en conflit. Alors, une méthode, c'est quelque chose qui vous amène à faire attention. Et moi, à quoi je veux amener à ce qu'on fasse attention, ce qui est toujours refoulé, c'est la complexité. La complexité, c'est-à-dire qu'on ne va pas répondre par une formule simple, on va respecter le caractère multidimensionnel de la réalité, mais on va même respecter, je dirais, le mystère des choses. Parce que là, je voulais une dernière chose, excusez-moi, je termine là-dessus, c'est qu'on croit que le but de la connaissance, c'est de mettre la pleine lumière et de dissiper les mystères. C'est pas vrai, la connaissance résout des énigmes à la façon dont Édipe, disons, résout l'énigme du Sphinx, mais il ne résout pas le mystère pourquoi le Sphinx existe et pourquoi le Sphinx est là. Je vais vous poser une question un peu journalistique. On peut dire aujourd'hui que le cerveau humain est à la mode. Oui, mais on le comprend parce que on connaissait tout de l'univers, sauf notre propre cerveau qui connaissait cet univers. Et c'est la chose sans doute la plus complexe et la plus fantastique de toutes.
Et aujourd'hui, par exemple, bon, nous voyons, le prix Nobel qui est donné à Guillemin montre que le cerveau n'est pas simplement une sorte de fabuleux ordinateur, d'ailleurs plus complexe que tous les ordinateurs qu'on a fabriqués, mais c'est aussi une sorte de gigantesque superglande, c'est une machine chimique, et que dans le fond, toutes nos opérations intellectuelles se font à travers des interréactions chimiques, électriques, et en même temps qui sont biologiques. Alors il est évident qu'il y a quelque chose de fabuleux, disons, dans la découverte des premiers balbutiements. C'est une exploration qui commence. C'est une exploration qui commence. Et ce qui est important, dans le fond, et ce qui va être important, je crois, dans cette nouvelle pensée dont l'humanité a besoin, c'est que, justement, c'est que celui qui travaille sur le cerveau doit se dire, mais quel est ce cerveau avec lequel je fais mes travaux sur le cerveau? On est obligé, disons, de réfléchir à cette chose. C'est pas le serpent qui se mord la queue. On est obligé, d'ailleurs j'ai pris le dessin d'Esquer dans mon livre, n'est-ce pas? On est obligé, si vous voulez, de retourner sur soi-même et d'essayer d'éviter le cercle vicieux. Est-ce que selon vous, le cerveau humain est le point oméga, je veux dire le point extrême de ce qu'on pourrait appeler l'évolution de la vie? Bah, vous savez, ce qu'il y a d'incontestable, c'est que l'hominisation s'est opérée à travers un processus qui a commencé avec un petit bipède, n'est-ce pas, qui n'avait pas plus d'1,20 m, dont le cerveau n'était pas plus gros que celui d'un chimpanzé, 600 cm3, qui avait déjà des très grandes possibilités. Ce n'est pas simplement une question de volume et de nombre de cellules, c'est aussi une façon dont sont organisées ces milliards de cellules, parce que nous avons à peu près 30 milliards de cellules dans notre cerveau, et c'est leurs interconnexions, n'est-ce pas, qui provoquent notre pensée. Bon. Alors, c'est-à-dire que, et à travers des différentes étapes, les jalons que nous connaissons, notamment l'Homo erectus, et puis finalement Homo sapiens, c'est-à-dire l'homme de Néandertal, puis nous-mêmes, c'est-à-dire 1500 cm3, c'est-à-dire que nous avons un cerveau énorme, le plus gros des espèces connues. Vous savez, c'est une chose très fragile. Il contient en lui ces possibilités d'autodestruction. D'ailleurs, vous savez, l'esprit humain, quand il s'avance vertigineusement vers l'insondable, vers le mystère du monde, il risque d'être foudroyé. C'est arrivé à Hölderlin, à Pascal, d'une certaine façon, à Nietzsche. Donc, vous savez, c'est très, très fragile. Alors, justement, je vous demande, vous êtes parmi ces gens qui exploraient ce qui n'a pas encore été exploré, vous prenez des risques. Est-ce que, tout simplement, comment vous vous sentez par rapport à l'homme normal, celui qui jamais ne réussira à entrer dans vos livres, dans votre pensée, parce qu'il n'en a pas les moyens? Mais, dans un sens, je me sens exactement comme lui, parce que je suis persuadé que moi, j'ai gardé les interrogations que tout être normal doit se poser normalement entre l'âge de 6 ans et 16 ans. Ah bon, après pas? Qu'il doit se poser et qu'il doit conserver après. Malheureusement, après, la sclérose, la résignation, le deuil, parce que malheureusement, une vie d'adulte est faite de deuil. Remarquez, il faut toujours renoncer à quelque chose, mais le deuil sur les questions fondamentales, c'est une chose que j'estime terrifiante. Vous posez les questions qui se posent de 6 à 16 ans. Bien sûr. Il faut un reste d'enfance. Vous savez, il faut lier les secrets de l'adolescence avec les secrets de la maturité. Je pense qu'il ne faut pas perdre. Vous savez, moi, je trouve de terrible dans une vie, c'est que des gens passent d'un âge à l'autre comme si, sans s'en rendre compte, n'est-ce pas, ils passaient d'une classe sociale à l'autre en oubliant, bien entendu, qu'ils faisaient partie de la classe sociale originaire. Alors, des gens deviennent adultes en refoulant et en oubliant ce qu'ils ont été quand ils ont été jeunes, puis des gens deviennent vieux en oubliant et refoulant ce qu'ils ont été quand ils étaient adultes. Alors là aussi, moi, je pense qu'il faut que... C'est curieux, parce que des gens disent à partir d'un âge « les jeunes », comme s'ils parlent d'une planète absolument différente. Et les jeunes, eux, du reste, disent « les vieux », alors qu'il est évident qu'ils deviendront vieux.
et ce qui n'existe pas en chacun, c'est la conscience que chacun est un voyageur qui va traverser les âges et qu'il ne faut pas oublier ce qu'on a été et qu'il faut essayer de garder les trésors de ce que représente chaque âge. Vous parlez tout à l'heure de ces grandes questions, d'où viens-je, qui suis-je, etc. Il y en a une nouvelle, à mon avis, tout à fait nouvelle dans l'histoire de l'humanité, c'est ce monde dans lequel nous vivons, nous pouvons le détruire. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle pensée qui est métaphysique, finalement? Elle est métaphysique et d'abord elle est physique, n'est-ce pas? Et même ressort de la physique nucléaire. Et je pense que c'est une idée très importante à plusieurs niveaux. Au premier, parce que, effectivement, le pouvoir d'anéantissement de la technique humaine, disons, brusquement nous éclaire sur les abîmes qu'il y a dans l'aventure de la science et de la technique. Ce n'est plus ce beau rêve, n'est-ce pas, qui n'apportait que du bien. Mais aussi, c'est une prise de conscience d'humanité. C'est-à-dire, c'est un des signes qui montre qu'on est arrivé à une nouvelle époque où l'humanité existe en tant qu'humanité à partir du moment où elle peut se détruire. Et cette conscience, disons, je dirais même qu'elle joue sourdement. Et c'est une des causes, une des causes qui fait que peut-être on n'a pas eu de guerre, c'est-à-dire c'est la terreur de la destruction, c'est le seul élément qui a pu peut-être mettre un peu de sagesse dans l'esprit des grands dirigeants d'empire. Et alors, je pense enfin que désormais, l'humanité doit savoir qu'elle marche au bord du gouffre et doit penser et agir en fonction de ce gouffre. Je parlais tout à l'heure de la nécessité de vivre avec l'inquiétude. Je crois qu'il faut vivre avec cette angoisse, mais que cette angoisse, elle peut devenir salutaire, mais en même temps, il est sûr qu'en même temps, on peut tous sombrer dans le gouffre. Mais elle est pour beaucoup de gens paralysante. Vous croyez? Ce qui est terrible, vous savez, et ce qui est en même temps rassurant, c'est comme pour la conscience de la mort. Chacun sait qu'il va mourir. Quand il regarde de front cette idée, il est épouvanté, il en perd bras et jambes. Et puis on refoule cette idée, on s'arrange avec elle, on cohabite avec elle. Eh bien, l'homme individu vit avec sa propre mort, avec l'idée de sa propre mort qu'il a eue dès l'âge de 6 ans. Et ben, l'humanité va devenir un individu dans la mesure où elle pensera à sa propre mort. Votre livre, La méthode, et surtout le deuxième, est une espèce d'hymne à la vie, tout au moins de passion de la vie. Vous ne cessez d'introduire la vie comme une espèce d'élément que vous découvrez avec jubilation. Mais attention, si la vie, d'abord dans mon livre, j'essaie de la définir, la vie. Et la vie, je la définis comme un ensemble de qualités ou de propriétés qu'ont en commun tous les êtres vivants, mais ce sont des qualités, des propriétés émergentes. Je veux dire qu'elles apparaissent quand tous les éléments constitutifs de la vie interagissent ensemble pour former une organisation, c'est-à-dire une cellule. Il est évident que, isolément, aucune molécule, disons, d'une cellule, et même aucune molécule d'ADN, n'est-ce pas, n'est capable de faire quelque chose de vivant. Autrement dit, c'est la matière physique. L'idée très très importante, justement, qu'a si bien exprimé Monod quand il a dit « il n'y a pas de matière vivante, il y a des systèmes vivants ». Ça veut dire que nous sommes faits exactement avec la même matière physique, mais aussi qui subit les mêmes lois que la physique. Seulement, cette matière est organisée d'une façon tellement complexe et riche qu'elle produit des qualités vivantes. Alors, ce qui m'émerveille, ce sont ces qualités qui surgissent, n'est-ce pas, et qui, une fois surgissent, rétroagissent sur le tout, et qui sont en réalité ce qu'il y a de plus fragile. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la fragilité. Dans la méthode, vous énoncez cette règle, pensez la pensée de la vie, pensez la pensée par la vie. N'y a-t-il pas un moment où le philosophe se prend au piège de ses propres concepts, un petit peu comme une mouche dans une toile d'araignée? Écoutez, ça peut arriver, mais à mes yeux, pas dans la phrase que vous citez, parce que penser la pensée de la vie, ça veut dire effectivement qu'il ne suffit pas d'avoir des idées sur la vie, c'est de voir dans quelles conditions elles surgissent, c'est-à-dire on réfléchit sur les idées qu'on a. Ça me semble clair. Maintenant, penser la pensée par la vie. Alors ça a un sens par rapport à ce que j'ai fait dans ce livre, où je montre que ce que nous appelons la pensée est le produit d'une évolution qui commence
chez l'être le vivant le plus humble par ce que j'appelle la computation, c'est-à-dire qu'un unicellulaire, disons, il a une certaine façon de traiter les informations intérieures et extérieures. Et il a une certaine activité cognitive, de connaissance, inséparable évidemment de son organisation vitale. Et puis nous voyons que les animaux développent une stratégie de pensée, c'est-à-dire pour essayer d'élucider l'environnement, pour le désambiguiser, pour voir clair le péril, le danger, au contraire la proie, l'appât. Alors, nous pouvons mieux connaître notre pensée si nous avons une biologie de l'intelligence, où nous voyons les sources biologiques de la pensée du cerveau. Vive la biologie. Non, pas vive la biologie, puisque la biologie ne suffit pas. Mais l'idée de penser la pensée par la vie a un sens très clair dans mon ouvrage. C'est peut-être un peu comme ça, bizarroïde, si on isole cette phrase. C'est-à-dire que votre pensée est fécondée par l'idée même de la vie. Mais je veux dire que je crois que nous ne pouvons pas, si nous voulons réfléchir sur ce qu'est la pensée humaine, c'est-à-dire mieux contrôler nos pensées, ne pas voir cette question sous un angle aussi biologique, c'est-à-dire en fonction des contraintes, des limites et des possibilités de cette machine, n'est-ce pas, qui nous est venue effectivement par l'évolution biologique et par la reproduction biologique de nos parents, c'est-à-dire notre esprit, notre cerveau. Alors, donc, si vous voulez, il y a tout un aspect, il y a une biologie de la connaissance, du reste que Piaget avait très bien montré. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu, parce qu'il y a aussi une sociologie de la connaissance. C'est que la connaissance est déterminée par les concepts d'une culture donnée, à un moment de l'histoire donnée, dans une société donnée. Mais on ne peut pas réfléchir sur la connaissance en mettant entre parenthèses les conditions biologiques qui sont celles du cerveau humain. Alors, vous parlez dans votre livre de la vie avec presque de la religiosité, en tout cas avec un grand lyrisme. Est-ce que vous seriez en marche vers une idée un peu mystique de la création? Bref, est-ce que vous allez devenir un croyant, Edgar Morin? Mais j'ai toujours été un croyant, mais dans aucune des religions qui existent. La vie, je n'en fais pas un mythe, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une émergence. Supprimer les conditions de la vie meurt. Et je répète, ce que j'aime dans la vie, c'est que une fois qu'elle nous est donnée, nous sommes vivants, c'est à travers elle, c'est l'intensité de vie qui fait la valeur de nos pensées. Moi, je crois qu'en l'esprit vivant, je crois, si vous voulez, qu'il y a des pensées vivantes et qu'il y a d'autres pensées qui sont mortes. C'est-à-dire que les pensées mortes, en réalité, sont des pensées qui ne sont pas biodégradables. C'est comme ces matières plastiques, n'est-ce pas? Elles résistent à tous les affronts et à toutes les intempéries parce que rien ne peut démontrer leur fausseté. Je vous l'ai dit au cours d'un entretien précédent. Ce qui est intéressant, c'est qu'une théorie vivante, quand elle est ouverte, pour qu'on puisse éventuellement démontrer son erreur, être ouverte, c'est-à-dire être mortelle, être biodégradable. Moi, si vous voulez, ce qui me touche dans la vie, ce n'est pas la mystique de la vie, c'est que la vie mène sans cesse son combat contre la mort et doit intégrer cette mort qu'elle combat. Et c'est pourquoi, si vous voulez, que la vie, je le dis, c'est à la fois cadeau et fardeau. C'est tantôt l'un, tantôt l'autre, et souvent les deux à la fois. Mais c'est la seule chose que nous ayons, c'est-à-dire que nous possédons la vie, mais en même temps, elle nous possède. Et il y a je suis plutôt toujours renvoyé à ce profond mystère de vivre. Je crois que plus on élucide la vie, plus on la comprend, plus on est absolument étonné par ce phénomène inouï. Et j'avoue, c'est beaucoup plus l'étonnement et la stupeur, souvent peut-être un peu trop dans mon livre, je me restupéfais du fait que chacun d'entre nous est le rescapé, n'est-ce pas, d'une éjaculation de 180 millions de spermatozoïdes, n'est-ce pas, qui sont tous les malheureux perdus dans la nature, et il n'y a qu'un seul, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi, qui avons survécu dans cette hécatombe, qui pouvons parler maintenant. Et c'est une raison d'être fier et heureux. Pas fier, étonné, émerveillé, c'est ça qui est important. Il ne faut pas être orgueilleux du tout. Vivre, vous savez, ça peut être le pire malheur, et en même temps, c'est des moments de très grande extase. Ce qu'il y a de dramatique, c'est que notre aptitude à souffrir est inséparable de notre aptitude à jouir. Si nous sommes capables de jouir très très fortement, c'est que nous sommes aussi capables de souffrir beaucoup. Et pour moi, la vie, je n'en fais pas quelque chose de, si vous voulez, de mystique, de magique, de transcendantal. J'en fais une chose qui porte en elle sans arrêt de la contradiction. Et c'est cette contradiction que nous devons affronter, vivre
c'est contradictoire. C'est pour ça que je cite cette phrase d'Héraclite souvent, vivre de vie, mourir... Non, vivre de mort, pardon, mourir de vie. Et il y a aussi presque votre combat pathétique d'écrivain face à votre œuvre. Vous dites à la fin de votre deuxième tome, « Je me tue pour ce livre, je vis pour lui, je l'écris pour vivre ». Il y a une espèce de rapport pathétique avec votre propre œuvre. C'est que ça s'est passé comme ça, c'est que, vous savez, quand j'ai commencé à rédiger la méthode, ce que je préparais depuis quelques années, je pensais que je la ferais en quelques mois. Puis ça traînait, pendant un an, j'ai commencé. Et je me suis dit, c'était en septembre 1974, je vais m'isoler totalement et je la termine en 4 mois. Et je me suis isolé totalement, je suis allé dans une montagne merveilleuse en Italie, en Toscane-Maritime, enfin, dans des conditions vraiment, dans un endroit isolé où je n'avais même pas le téléphone était à 10 km, il y avait même une route privée de 7 km, enfin c'était hors de tout. Et bien entendu, je n'ai pas terminé en 3 mois, puis, et voilà que le premier volume, j'ai mis... Enfin, j'avais tout écrit en gros un livre en 3 parties, mais je me suis rendu compte que c'était trop énorme, alors donc j'ai retravaillé la première partie qui est devenue le premier volume, paru en 77, et puis après je pensais l'avoir pour 6 mois pour revoir le brouillon, enfin, de la deuxième partie que j'avais dactylographiée, et je me suis trouvé, j'ai dû refaire des choses, c'était une sorte de travail un peu volcanique, vous savez, c'est comme... C'est plutôt comme une sorte de pâte avec du levain, ça travaille malgré moi, je pense chaque fois que je vais finir dans un mois, et ça dure des années. Et en même temps, je suis absolument possédé par ce travail. Il m'oblige à ne faire que ça. Moi qui adore aller au cinéma, sortir, m'amuser, danser, je ne le fais pas. Alors dans ce sens-là, je me tue pour ce livre. Je suis furieux contre lui. Mais en même temps, vous savez, c'est comme ces mères qui sont furieuses contre l'enfant qui braille sans arrêt, n'est-ce pas? C'est comme l'oisillon, n'est-ce pas, qui ouvre son bec, qui veut sa pâture. Il faut que je m'occupe de lui. Mais en même temps, bien entendu, je l'aime. Je l'aime parce que je m'y suis aliéné en lui. Et en même temps, je me rends compte qu'il existe. C'est-à-dire que ce n'est pas une image littéraire. C'est-à-dire qu'il se forme. C'est lui qui me demande d'être revisé, qui pense que telle partie est mal foutue, que je n'ai pas les choix. C'est lui qui me dit. Alors, je dois lui obéir en maugréant. Alors, il me donne des joies, il me donne des tristesses, mais c'est aussi très biologique. C'est la mère et l'enfant. Seulement un enfant d'un type très, très bizarre, évidemment. Vous parlez de vous et de votre livre et vos lecteurs. Qu'attendez-vous de vos lecteurs? Ben, vous savez, j'attends à ce qu'ils entrent dans cette histoire, la vivent un peu mimétiquement, c'est-à-dire qu'ils vivent ce que j'ai vécu plus facilement que moi, puisqu'ils auront l'économie du travail que j'ai fait. Ce que je crois, vous savez, c'est un peu bête aujourd'hui, parce que le mot de vérité n'est pas moderne. Et moi, je l'emploie avec précaution en faisant surtout l'envers de l'erreur. Mais je crois que c'est un livre qui a un sens parce qu'il mène un combat de fond contre les erreurs que notre esprit tente sans cesse à reconstituer, cette simplification, cette réduction, cette mutilation. Et que ce n'est pas simplement une idée académique ou intellectuelle, c'est que une pensée mutilante, ça se traduit par des mutilations réelles dans la vie. Si vous ne voyez, par exemple, dans la société que le facteur économique, à ce moment-là, vous êtes complètement indifférent à la souffrance des gens, à la vie des gens, au plaisir, aux fêtes, toutes ces choses-là. Vous comprenez? Et souvent, on a eu une vision tellement techno-bureaucratique de la société que vraiment, il n'y avait plus d'hommes du tout. C'était simplement des machines qui devaient faire telle chose, qu'on devait satisfaire par telle autre chose. C'est-à-dire que c'est très important. Une pensée... Je dirais, la pensée scientifique expérimentale, elle a été merveilleuse dans la mesure où elle a créé des conditions de pouvoir vérifier et en isolant, n'est-ce pas, l'effet de tel facteur sur tel phénomène. Mais en même temps, elle a créé des conditions d'une manipulation. Alors, on a commencé par manipuler des choses et puis des êtres vivants. Moi, je trouve horrible, par exemple, qu'on fasse froidement de la vivisection sur des animaux. Alors, ce qui protège, dans le fond, ce qui nous protège, nous humains, de tels traitements, ce n'est qu'une barrière morale, humaniste, ou religieuse, mais qui n'a absolument rien de scientifique, qui joue dans l'esprit des savants, mais qui peut être brisée. Par exemple, c'est ce qu'ont fait les médecins SS, n'est-ce pas, dans au camp d'Auschwitz, ou bien c'est ce que font certains psychiatres en URSS, disons, qui traitent comme des malades mentaux, disons, des opposants politiques. On reproche souvent aux philosophes, et vous en êtes un,
d'être de merveilleux contemplateurs des choses, mais pas du tout des gens qui vous poussent à l'action. Vous savez, je viens de dire qu'une pensée philosophique, surtout quand cette pensée, les idées de cette pensée deviennent des idées forces, et le mot idée force, n'est-ce pas? Il y a force, c'est-à-dire des forces matérielles. C'est que quand Freud, n'est-ce pas, dans le bateau arrivé en Amérique, il a dit « je leur apporte la peste ». C'est-à-dire qu'il savait très bien qu'il y a une virulence dans les idées. Et vous ne pensez pas que les idées de Marx avaient quelque chose d'explosif? Méfiez-vous, parce que aussi bien chez Platon, chez Hegel, n'est-ce pas, il y a des explosifs, mais à retardement. Alors donc, c'est jamais inoffensif de penser, et je pense que les penseurs doivent être très très responsables. Ils doivent être d'autant plus responsables qu'à ce moment-là, ils doivent comprendre le type d'action auquel il faut viser. Et moi, je crois que, pour donner l'exemple, l'action moderne, je pense l'action politique, par exemple, elle doit prendre pour modèle, non pas le chirurgien, mais l'acupuncteur. Que fait l'acupuncteur? L'acupuncteur, il excite, il titille, n'est-ce pas, un centre périphérique qui peut se trouver sur un doigt de pied, et selon des processus que nous connaissons très mal, l'activité, n'est-ce pas, de ces centres périphériques déclenche d'autres activités, et c'est l'organisme lui-même qui se défend. Et c'est ça la méthode. On aide les gens à penser par eux-mêmes, aider les gens à agir par eux-mêmes en réfléchissant. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire développer l'autonomie réfléchie. Et à ce moment-là, vous savez, si on réussit, ça, plutôt si ce qu'on fait a un sens, écoutez, ça vaut toutes les actions possibles.